Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important pour chaque club de foot, la qualité de sa formation. En France on parle beaucoup de Lyon, Paris, Rennes ou Monaco au top du classement et on va analyser un peu le centre de formation de l'OM pour voir comment il se place par rapport aux autres clubs en se basant sur les joueurs formés au club et les perspectives futures. D'ailleurs j'aimerais avoir votre avis là-dessus, qu'est-ce qui manque à l'OM pour devenir un meilleur centre de formation d'après vous? Est-ce que vous avez confiance en l'avenir de la formation à l'OM avec des recruteurs réputés, des meilleures infrastructures et une direction qui aime les jeunes talents? Je vous attends en commentaire. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faut rappeler une chose. Souvent quand on parle des meilleurs centres de formation français, on entend très rarement le nom de l'OM dans la liste, ce qui veut pas dire pour autant que la formation est totalement catastrophique, mais faut l'admettre, ces dernières années, il n'y a pas eu énormément de jeunes qui ont été lancés. Contrairement à d'autres clubs de Ligue 1 qui vont eux miser pas mal là-dessus. Ils sont pas nombreux à avoir saisi leur chance à Marseille. Il y a Maxime Lopez, pro à 17 ans, début en Ligue 1 2 ans plus tard, avant de s'imposer dans le 11 de Rudy Garcia. À Sassuolo, il est devenu un joueur important et de plus en plus régulier. L'autre exemple, évidemment, vous le connaissez, Camara, essentiel pour l'équipe depuis plusieurs années, et un gros potentiel qui commence à avoir déjà pas mal d'expérience quand même. À une échelle différente, on peut en citer d'autres, mais là c'est surtout de la post-formation. Marley Ake qui avait fait l'essentiel de sa formation à Montpellier et à Béziers, il est lancé par Villas-Boas et se montre plutôt intéressant avant de partir pour la réserve de la Juventus avec Tonga qui fait le chemin inverse. Bamba Dieng aussi était recruté pour la réserve à la base mais a fait l'essentiel de sa formation à Diambar. Les récents contrats pro ça a pas été concluant, Flipono n'a jamais eu sa chance, Amadou Dia est parti dans l'anonymat et clairement pour moi ça restera une des plus grosses énigmes parce qu'on parlait quand même de Manchester United qui le suivait. Ali Mohamed il était souvent bon en prépa mais on l'a jamais vu en match officiel. Florian Chabrol il avait plus à Villas-Boas qui lui avait offert quelques minutes je crois contre Reims il me semble. Derrière il a disparu avant de partir libre à Ajaccio. Rokia au départ on aurait même voulu le tester comme latéral gauche quand Amavi avait pas de concurrence. Au final 5 matchs, même pas 1 heure de jeu au total et un départ libre du côté de Dijon avec qui il a un peu de temps de jeu. Lucas Perrin lui il a été bon pour dépanner à l'OM, prêté à Strasbourg avec option d'achat. Il alterne entre le bon et le mauvais mais c'est quand même un bon choix de carrière de sa part pour progresser. Sarri aussi a trouvé un projet qui lui convient, barré par la concurrence à l'OM avec seulement 4 matchs et une passe D, il est vendu à Trabzonspor où il a su saisir sa chance jusqu'à être sélectionné avec la Turquie. Parmi les contrats pro encore plus récents, il y a que Cheikh Souaré qui a eu l'occasion de jouer un peu contre Lens la saison dernière pendant l'intérim de Nasser Larguet. La plupart jouent en réserve et pour certains il n'y a pas forcément de perspective d'aller chercher l'équipe première. Simon lui a été utilisé en prépa par Sampaoli quand Mandanda était absent et que Paul Lopez n'était pas encore arrivé. Il aura besoin de plus de temps de jeu pour progresser, pour aussi apporter une vraie concurrence à ce poste de gardien, mais c'est un vrai gros potentiel qui a gagné une place de 3ème gardien à l'OM, même si avec la concurrence Lopez-Mandanda ça va pas être facile pour avoir du temps de jeu, même en Coupe de France. Donc à voir maintenant comment ça va évoluer pour lui ou si la direction choisira un prêt pour lui. Tout ça pour dire que sur les dernières années on a sorti quelques joueurs qui jouent en première division, mais bien sûr que tout le monde n'a pas forcément connu la même destinée. Et il y a pas mal d'exemples, Enlaté, Aloé, Sparagna aussi que je trouvais prometteur sous Bielsa et qui joue maintenant en D2 portugaise, d'autres qui sont tombés un peu dans l'oubli, Iskai qui nous avait plu pendant un match de prépa et qu'on n'a plus jamais revu après, Emroivili, Porsan Clemente, Chris Gadi, plus anciennement on avait aussi Ahmed Yayaoui qui lui a été viré pour des problèmes de comportement malgré un bon potentiel. C'est le propre de chaque club de foot aussi, hein. C'est le potentiel de chaque joueur, ça va pas forcément se réaliser, peut-être qu'il va pas supporter la pression, peut-être aussi qu'il arrivera pas à atteindre le niveau pro, c'est jamais garanti. Un exemple intéressant c'est cette fameuse histoire où Pape Diouf envoie les minots au Parc des Princes. Après avoir ramené un nul de Paris, ils n'ont pas tous eu une carrière de fou alors qu'ils se sont bien exposés ce soir-là quand même. Bocali c'était un bon joueur d'après moi, il a été quand même performant avec Montpellier par la suite. Quant à Ray, il n'a pas confirmé les promesses du Classico, Mamed Diaye non plus, pareil pour Mohamed Denoun. Ils avaient fait quand même un gros match mais pour la plupart ça a pas suivi après. On a parlé de joueurs
joueurs qui n'ont pas confirmé leur potentiel, mais on a eu quand même des joueurs qui ont eu une suite de carrière intéressante. André Ayew qui a joué en Première Ligue, en Coupe d'Europe et qui a saisi sa chance à Marseille avant de devenir un pilier de la sélection ghanéenne. Jordan Ayew est aussi international et joue en Première Ligue depuis plusieurs saisons déjà. Bilal Omrani, on imaginait une autre carrière pour lui, mais à Cluj il joue souvent l'Europe et pourrait même signer en Turquie d'ici plusieurs mois où il a des prétendants. Mehdi Benatia a eu une belle carrière aussi avec la Juventus, le Bayern ou la Roma. Carrière peut-être moins prestigieuse avec Wesley Jobello qui joue lui en Championship avec Coventry. Le Championship c'est quand même un championnat très compétitif et un club dans lequel il a retrouvé un ancien Marseillais, Julien Dacosta. Samir Nasri évidemment on le présente plus, excellent à l'OM, il a confirmé à Arsenal et à City avec plus de 40 sélections avec les Bleus. Abergel lui est maintenant titulaire à Lorient en Ligue 1 dans une équipe qui propose un jeu sympa, alors qu'à l'OM il n'avait pu jouer que 2 petits matchs. Carasso lui c'était vraiment un bon gardien d'après moi, plus de 80 matchs avec l'OM, plus de 300 avec Bordeaux, il a fait une carrière sympa avec une petite sélection en bleu en prime. Son aventure marseillaise tourne court après l'éclosion de Mandanda malheureusement pour lui. Dans ces noms-là, il y a peut-être pas assez de top joueurs, mais il y a quelques noms qui ont quand même joué dans des clubs compétitifs. Dans le lot, il y a évidemment aussi des joueurs qui sont partis sans signer après avoir fait partie du centre. Liadji par exemple qui n'a pas signé pro alors qu'on voyait en lui un joueur d'avenir. Nkunku qui a opté pour le projet d'Everton et qui est actuellement prêté au Standard de Liège. En 2016, Bilal Boutoba avait aussi refusé la proposition de contrat pour signer à Séville où il a évolué simplement avec la B. Il est à la relance du côté de Niort où il est titulaire. Plus anciennement, on avait aussi l'exemple Flamini, il avait la confiance du coach avec plus d'une vingtaine de matchs. Il signera pourtant pro chez les Gunners. Après 4 ans et 3 sélections en bleu, il signe à Milan avant de revenir à Arsenal et de terminer par 2 piges à Crystal Palace et à Retafe. On a parlé d'exemples de plusieurs époques, mais c'est de plus en plus compliqué de faire face à la concurrence d'autres clubs dans le contexte actuel, et c'est pour ça que Nasser Larguet avait fait signer plusieurs contrats pro, Soirée, Bertelli, Raoult, Richard ou Ahmed, pour les sécuriser avant qu'ils se montrent, même si pour l'instant ils n'ont pas réussi à se montrer comme des joueurs utiles à la rotation. Cette saison, le contrat pro de Nazaretian me laisse un peu perplexe. On a sécurisé tôt Ben Yaya qui a un potentiel intéressant et qui est assez précoce je trouve dans sa façon de jouer, Caprice aussi qui est plutôt pas mal, Sciortino qui plaît au staff. Ça montre au moins que les leçons du passé ont été retenues. C'est plus simple de négocier plus tôt pour éviter d'entamer les négos au moment où le joueur commence à flamber. C'est à ce moment-là que les jeunes demandent aussi des plus gros salaires. En tout cas maintenant il me semble qu'il y a un salary cap pour les jeunes, les dirigeants vont pas au-delà d'un certain montant, mais pour que les jeunes signent pro, faut aussi qu'il y ait un projet pour eux, éventuellement la possibilité d'être prêté 1 ou 2 saisons, mais le problème qu'on a eu pendant longtemps, c'était de trouver des portes de sortie en prêt, et les joueurs jouaient beaucoup trop en N2 sans pouvoir jouer à un niveau supérieur, ce qui faisait stagner leur niveau. Maintenant c'est peut-être un peu plus simple avec Longoria qui a trouvé des solutions pour Perrin, pour Pedro Ruiz. Il y a eu aussi Richard, Ahmed, Filippono qui ont quitté le club à la recherche de temps de jeu. C'est toute une gestion de jeunes à mettre en place pour qu'ils expriment leur potentiel. La volonté depuis plusieurs années, c'est de développer le centre de formation par des partenariats avec les meilleurs clubs de la région. On espère que ça portera ses fruits parce que la région marseillaise est vraiment remplie de talent. C'est pas la seule composante du nouveau projet, il y a aussi le partenariat avec Djambar qui vise les pépites sénégalaises. Pour l'instant, ça a révélé Bamba Dieng. Le prochain, ce sera peut-être Ngor Faye qui signera dans les prochains mois. L'OM mise donc sur la post-formation. Pedro Ruiz de la Castilla, Tongia qui vient de la réserve de la Juve, même si son cas reste une énigme, Targaline qui vient de Mohamed VI, Nadir Eben Seguir en provenance de Nice, Ghebreyesus de Zurich. Longoria vise des joueurs essentiellement formés ailleurs qui ont une bonne réputation en termes de potentiel pour venir prouver qu'ils peuvent passer le cap entre réserve et pro. Il y a quand même de l'évolution par rapport à il y a quelques années avec un niveau d'exigence qui monte au sein du centre. Tout a été réorganisé, faudra quand même plusieurs mois pour voir les retombées, voire même plusieurs années. C'est un club qui a quand même sorti quelques talents, pas assez régulièrement et pas assez nombreux, qui a parfois laissé filer les petits prodiges de la région, comme Wesley Fofana, Simakan pour trouver des exemples récents. La réorganisation du centre va faire du bien, mais va prendre du temps à montrer ses effets. Les scouts sont réputés et Longoria est très attentif aux jeunes, je pense que ça va dans le bon sens. En tout cas, après avoir amélioré cet aspect-là, faudra aussi faire de la place pour les jeunes, à condition bien sûr qu'ils soient assez performants pour jouer. L'objectif c'est pas de les faire jouer pour les faire jouer, une place dans tout club pro ça se mérite. On l'a dit depuis l'arrivée de McCourt, il y a eu un travail pour restructurer le centre, une prise de conscience importante alors que très peu de purs produits de l'OM ont réussi à avoir le niveau suffisant pour les professionnels. La première grosse évolution c'est le stade Paul Le Sen qui devient l'OM Campus en 2018, plusieurs terrains, les féminines et les jeunes qui jouent là-bas. En termes d'infrastructure c'est un gros pas en avant, inspiré par des clubs comme Benfica qui sont des références. Un bon centre de formation ça passe aussi par des infrastructures les plus complètes possibles, même si on change pas tout l'aspect formation en 3 ans, il y a les valeurs à transmettre, la culture tactique,
tactique, la discipline, et on l'a dit et répété, ne pas hésiter à lancer les jeunes s'ils sont prêts. Les derniers contrats pro n'ont pas convaincu les coachs de l'équipe première, même si parfois ils sont dans le groupe pour faire le nombre. Pour le moment, ceux qui s'en sortent le mieux ont fait l'essentiel de leur formation ailleurs. Dieng, Targaline, Benseguir, Nadir aussi qui font des bancs assez régulièrement. Pour arriver au niveau des clubs en tête du classement, faudra sortir plus de joueurs et que ces joueurs-là aient une belle carrière et qu'ils jouent aussi en sélection. La route est encore longue en attendant les effets des nombreux changements, mais le centre de formation gagne d'après moi petit à petit en qualité. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les meilleurs espoirs du centre de formation. Je vous mets le lien en description. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.